BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Les compagnies aériennes traditionnelles ont-elles encore un avenir? On va faire le bilan de la crise sanitaire et du rebond du secteur aérien depuis avec Emmanuel Combe, économiste et professeur des universités. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les compagnies traditionnelles sont confrontées à une usure de leur modèle. Elles sont d'un côté confrontées à la hausse des prix du kérosène et de l'autre, il y a la clientèle d'affaires qui ne revient pas dans les avions. Vous avez raison, en fait c'est un sujet pour le coup lié au Covid. Mais au-delà de cet aspect Covid, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, vous avez ces compagnies traditionnelles qui sont remises en cause depuis 20 ans, 30 ans, sur le segment qu'on appelle moyen courrier, c'est-à-dire les vols de moins de 3 heures, par le fameux modèle low cost. Et elles ont eu beaucoup de mal à réagir face à ce nouveau modèle. Donc elles ont en effet deux contraintes. Sur le long courrier, une érosion de la business, la fermeture quand même en Asie d'un certain nombre de pays et donc des recettes en moins. Donc sur le long courrier, ça a été compliqué. Et sur le moyen courrier, elles sont plus qu'attaquées. Elles sont aujourd'hui presque dominées par les low cost. Alors, on va y revenir. Certaines ont réussi à enclencher le pas. Et je pense en particulier avec Air France et sa filiale Transavia. On le voit que Transavia est en train de monter très fortement en puissance sur le marché domestique et sur le marché européen. Est-ce que les compagnies traditionnelles vont récupérer leur clientèle d'affaires? Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Et c'est important économiquement, puisque je crois que la clientèle d'affaires, c'est 20 à 25% du nombre de passagers, mais c'est plus de la moitié de la rentabilité. Ouais, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Alors surtout sur le long courrier, puisque la clientèle business en tant que telle, sur le courrier moyen courrier, il y a aujourd'hui une classe quasiment unique. Ça va être compliqué. Alors, il y a des estimations assez intéressantes qui ont été faites par la chaire Pégase et mon collègue Paul Chiambaretto. On arrive en effet à des perspectives assez sombres de l'ordre de moins 15 à moins 20% de clients business. Ce qui veut dire qu'il va falloir nécessairement se réinventer. Ouais. Elles sont confrontées aussi à la transition écologique, toutes ces compagnies aériennes. Même avec les améliorations techniques, ça reste un moyen de transport très polluant. Et aujourd'hui, on a l'impression que dans les propositions, on excelle dans l'inventivité quand il s'agit de taxer les compagnies aériennes. Alors, pour être tout à fait clair, en réalité, les compagnies aériennes étaient en partie exonérées de la taxe carbone. Elles vont rentrer en réalité dans ce mouvement-là, plus les nouveaux carburants, les fameux SAF, qui sont beaucoup plus coûteux. Tout ça pour dire quoi? Le prix des billets, le prix du carburant, pas seulement le prix du pétrole, le prix des carburants vont structurellement augmenter dans l'aérien. Si les coûts augmentent, les prix augmenteront. Et là, c'est intéressant, pour revenir au sujet sur les low cost, si tout le monde augmente ces prix, qui va être le grand gagnant de la bataille? À mon sens, ce ne sont pas les compagnies traditionnelles, ce sont plutôt les compagnies low cost, paradoxalement. Alors justement, on va en parler. Hier, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a annoncé qu'il renonçait à ce prix d'appel de 10 € pour un billet d'avion. Alors attention, un prix d'appel, ça veut dire quoi? Comment ça se passe de manière très simple? On ne paye jamais 10 €. Le premier client qui réserve 6 mois ou 1 an à l'avance payera peut-être même moins, 5 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aérien, le prix évolue en fonction de la date de réservation. Plus vous attendez, plus ça coûte cher. Des études assez intéressantes ont été faites d'un point de vue empirique qui montrent par exemple qu'un billet Ryanair sur la même ligne, le même vol, entre une réservation 6 mois avant et la veille, le prix fait entre x7 et x8. Donc celui qui a payé 10 €, ça n'est pas le passager moyen, c'est le premier passager. En moyenne, le dernier passager aura peut-être payé 100, 120 €. En moyenne, chez Ryanair, le ticket est autour de 50 €, bagages compris. Donc pour revenir à cette idée du 10 €, c'est un prix d'appel. Nécessairement, Michael O'Leary va être obligé d'augmenter le prix de son premier billet. Pourquoi? Parce que dans une compagnie low cost, le premier poste de coût, c'est le carburant. Mais attention à ne pas se tromper de conséquences. On entend parfois l'idée que comme le coût carburant va augmenter pour tout le monde, et surtout pour les low cost, les low cost vont être les grands perdants de la hausse des carburants. Je pense en fait le contraire. Oui, elles sont sorties renforcées de la crise. Pour bien sûr. Simplement pour terminer ce raisonnement, comme le coût du carburant va augmenter pour tout le monde, vous avez des clients qui voyageaient sur des compagnies traditionnelles qui vont arrêter de voyager. Puis vous en avez d'autres qui vont se dire, maintenant je vais passer sur une compagnie low cost. Certes, le prix du billet low cost a augmenté de 20%, mais il est à 60 € au lieu de 50, alors que le prix de la compagnie historique sera peut-être en hausse moins fort, mais il y aura une différence de coût assez importante. Donc attention, je pense qu'il va y avoir un effet de substitution. Les clients vont se reporter en réalité sur les low cost. Alors, pour répondre à votre question sur le low cost sans renforcer la crise, mais il n'y a rien de surprenant à cela. Nous l'avions d'ailleurs écrit avec mon collègue Didier Bréchimé dans une note pour la Fondapol qui est accessible librement sur Internet. Dès mai 2020, nous avions dit que le grand gagnant de la crise, ça sera non pas le low cost, l'ultra low cost. L'ultra low cost. C'est-à-dire Ryanair. Ryanair, un chiffre qui va vraiment fixer les esprits.
Pour une même distance en Europe, Ryanair est capable de transporter un passager à 3 centimes du kilomètre. Wizz Air, même chose. 3 centimes du kilomètre, ça veut dire que Beauvais-Marseille, il y a 720 km. Beauvais-Marseille coûte, tenez-vous bien, 22 €. Vous faites 3 x 7, 21, on va dire 22 €. Pour une compagnie comme EasyJet, qu'on appelle middle cost, on est sur 5 centimes. 3, 5, et pour une compagnie traditionnelle, on est sur 9 centimes. Donc vous voyez que Ryanair, avec des coûts extrêmement bas, était nécessairement la compagnie qui était la plus armée pour sortir de la crise. Et ce, d'autant plus qu'elle a assez peu souffert de la crise. Pendant la crise, Ryanair a essentiellement une structure de coûts variables. Ça veut dire quoi? Si ces avions ne volent pas, elle a juste ces avions finalement en termes de pertes. Quand vous regardez les compagnies traditionnelles, elles ont des coûts fixes beaucoup plus élevés. Prenons un exemple. Prenons Air France. Alors certes, il y a des différences de taille, bien entendu, entre Air France et Ryanair. Air France, c'est 4 fois Ryanair. Sauf que si vous faites 2020-2021, Air France a perdu 11 milliards. Ryanair a dû perdre à peu près 1,3 milliard. Donc, si vous voulez, ces compagnies ultra low cost, certes, elles ont été affectées comme tout le monde par la crise, mais beaucoup moins. Elles sont sorties renforcées et donc, elles ont pu passer à l'attaque avec des prix extrêmement agressifs. Secondement, ce sont des compagnies qui ciblent surtout quoi? Une clientèle touristique, une clientèle qu'on appelle affinitaire. Des personnes qui ont une résidence secondaire, qui ont des origines familiales dans d'autres pays, et donc qui avaient envie de reprendre l'avion. Qu'est-ce qui a redécollé? Vous l'avez vu, c'est essentiellement la clientèle touristique vers les pays du Sud, ce qui faisait les affaires des compagnies low cost. Et puis, il y a un autre point très important, ces compagnies low cost, elles ne font qu'un métier. Elles ne font que du moyen courrier. C'est beaucoup plus simple, si j'ose dire, que de faire 2 métiers différents, ce qui est beaucoup plus compliqué, à la fois long courrier, moyen courrier. Donc c'est assez logique, c'est pas très surprenant que les low cost, de manière générale, il n'y a pas que Ryanair et EasyJet, Ryanair et Wizz Air qui ont gagné, mais ça n'est pas très surprenant. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est surtout l'ultra low cost qui sort le grand gagnant de cet été. Si je suis votre raisonnement, est-ce que les compagnies middle cost comme EasyJet vont être contraintes de dériver vers l'ultra low cost et de suivre le modèle économique de Ryanair? Je ne pense pas qu'elles le pourront. EasyJet, sa spécificité, c'est de décoller de grands aéroports tels que Orly, Roissy, et elle cible essentiellement une clientèle business. Ce qui veut dire qu'elle est en concurrence avec qui? Avec les grands opérateurs historiques, notamment Air France, qui est en train aujourd'hui de développer sa filiale Transavia. Nous l'avions d'ailleurs écrit dans la note en 2020 avec mon collègue Brechmier pour la Fondapol. Nous pensons que EasyJet est dans une position en fait beaucoup plus délicate, parce qu'elle n'est pas seule sur le marché. Elle est sur une clientèle qui va peut-être moins revenir, vous l'avez dit tout à l'heure, les businessmen, et elle décolle de grands aéroports, donc avec des coûts beaucoup plus élevés. Pour donner un ordre de grandeur, un ticket moyen, bagages compris chez Ryanair, avant la crise en 2019, c'était à peu près 50 €. Chez EasyJet, on était à 77 €. C'est-à-dire plus de 40% au-dessus. Donc je pense qu'en réalité, il va y avoir une bataille entre les middle cost pure players, EasyJet, et les grands opérateurs historiques qui sont en train de faire monter en puissance leur filiale low cost, au premier rang desquels, bien sûr, Transavia. Transavia, vous l'avez sans doute remarqué, a quasiment doublé sa flotte. Et remplace certaines liaisons Air France bien entendu. En Europe. On voit bien que l'avenir, alors c'est à Air France de le dire, ça n'est pas à moi de le dire, enfin, je l'ai écrit, moi je pense que l'avenir en effet du groupe Air France, c'est en effet de faire monter en puissance sa filiale low cost. À terme, ça ne me semble pas du tout illogique que tous les vols qu'on appelle de point à point soit opéré par sa filiale low cost Transavia. Quelles conséquences sur le plan social? Alors, il faut distinguer là à nouveau selon les compagnies. Quand vous regardez des compagnies comme Ryanair ou Wizz Air, on a quand même des conditions sociales qui sont extrêmement dures. Alors attention, ils respectent le droit européen. On dit souvent que Ryanair viole les règles du droit. En réalité, Ryanair se joue du fait qu'en Europe, les règles de droit ne sont pas les mêmes, le droit social. Et vous le savez, les avions de Ryanair sont immatriculés en Irlande. Et donc Ryanair dit, écoutez, puisqu'ils sont immatriculés en Irlande, j'applique le droit irlandais. Donc il faut vraiment distinguer entre Ryanair et Wizz Air des pratiques sociales très dures. N'oublions pas que Ryanair a eu beaucoup de mal à reconnaître les syndicats. Il a fallu attendre 2018-2019. Alors que vous avez des compagnies traditionnelles ou middle cost comme EasyJet qui, me semble-t-il, ne posent pas véritablement de problème sur le plan social et sur le plan des rémunérations. Là aussi, c'est important de le dire. Quand vous regardez une compagnie comme EasyJet, on avait fait cette comparaison, on a des salaires qui sont relativement comparables à ceux que l'on trouve par exemple dans la filiale Transavia d'Air France. Donc je crois qu'il y a vraiment deux paysages assez différents. Est-ce que les compagnies traditionnelles sont condamnées à dégrader les conditions de travail de leurs salariés, soit en embauchant à des salaires inférieurs pour les nouveaux entrants, soit en leur demandant de travailler davantage Je pense qu'on ira plutôt, vous avez raison, sur la seconde option, qui est de faire travailler en fait plus longtemps, et notamment
faire voler les pilotes plus longtemps. Je vous rappelle que la norme européenne, elle est autour de 900 heures. Les pilotes de Ryanair sont quasiment au maximum. Donc je pense qu'on passera plutôt par cette voie-là que par une baisse des salaires qui me semble relativement compliquée. Surtout qu'on est dans un secteur, n'oubliez pas, qui est aujourd'hui en tension. On manque de pilotes. Un des problèmes d'EasyJet, d'ailleurs, pour revenir sur le cas d'EasyJet, c'est pas seulement le fait qu'elle décolle de grands aéroports, c'est qu'elle a un problème, c'est qu'elle a beaucoup licencié. Pendant la crise Covid, à peu près, je crois, 30% de ses effectifs, il y a aujourd'hui pénurie de pilotes. Alors, vous ne pouvez pas opérer et pénurie de navigants. Donc, vous voyez, je pense que les situations sont vraiment très différentes entre l'univers middle cost et l'univers ultra low cost. Quel est l'avenir du transport aérien? La question est un peu provocatrice, mais on a dans la rédaction de BFM Business de jeunes journalistes qui préfèrent prendre un jour de congé supplémentaire pour se rendre en train sur leur lieu de vacances. Alors, il faut rester toujours très prudent parce qu'il ne faut jamais sous-estimer les tendances de fond. Ce que nous montrent pour l'instant les statistiques, c'est qu'en réalité, ça ne se traduit pas sur la clientèle touristique par une véritable remise en cause du modèle. Bien au contraire. Regardez, les vols étaient pleins cet été. Par contre, on voit en effet sur la clientèle business des entreprises qui disent à leurs salariés, écoutez, il va falloir moins voyager pour deux raisons. La première, visioconférence, qui peut très bien se substituer à un voyage. Et puis la seconde, c'est la politique RSE. Vis-à-vis des salariés, leur expliquer qu'on va faire une conférence et qu'on va faire 8 heures d'avion, c'est plus compliqué. Donc je crois que c'est plutôt sur la clientèle business qu'il y aura un véritable effet. Pour l'instant, les statistiques ne vous montrent pas. J'entends votre point et il ne faut jamais négliger en effet ces signaux faibles. Statistiquement, on ne voit pas de remise en cause de l'évolution à la hausse du transport aérien. Ce qui fera, à mon avis, ce qui limitera la croissance du transport aérien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la hausse des prix à cause de la hausse des coûts. Et la hausse des coûts, c'est pas seulement le prix du pétrole, ça va être les nouveaux carburants et les taxes, notamment la taxe carbone. Les compagnies aériennes ont beaucoup investi justement pour s'adapter à la transition écologique. Elles ont notamment investi dans des nouveaux appareils moins gourmands en kérosène. Oui, et c'est intéressant ce que vous dites parce que, comme par hasard, pour pouvoir investir dans des nouveaux appareils, il faut être riche. Et quelles sont les compagnies les plus riches? Ce sont souvent les ultra low cost. Donc le paradoxe, c'est qu'en réalité, ces changements technologiques sont d'abord arrivés dans les compagnies ultra low cost. Et on voit aujourd'hui les compagnies historiques, je pense en particulier à Air France, renouveler la flotte. Vous avez raison, c'est un levier. Alors c'est pas un levier, c'est pas le seul levier, mais c'est un des leviers en effet pour être plus économe en carburant. Elles doivent faire face à une réglementation de plus en plus restrictive. Oui. Les compagnies aériennes, notamment la suppression des vols lorsque le trajet peut être effectué en train en moins de 3 heures. Oui, alors c'est une mesure qui concerne, me semble-t-il, essentiellement la France. Alors, mais que la France aimerait bien exporter. Oui, je l'ai à titre personnel critiqué parce qu'il me semble qu'elle a un effet indirect qui est que si vous supprimez l'avion, vous supprimez un concurrent du train. Et si le train se retrouve seul ou en duopole avec la voiture, eh bien mécaniquement cela fait augmenter les prix. Donc ça aurait été intéressant d'avoir une réflexion sur quel peut être l'impact sur le prix du billet de train de la suppression d'un substitut. Mais on peut le comprendre d'un point de vue environnemental. Mais attention, on reste quand même sur quelques lignes. Ça ne va pas bouleverser de manière considérable le champ. Ce qui peut être peut-être plus inquiétant ou plus étonnant, c'est les propositions consistant à instaurer un prix plancher du billet. D'abord, c'est illégal du point de vue du droit européen. Et puis, c'est paradoxal. Si vous mettez un prix plancher, vous allez à nouveau faire le jeu de qui ? Des ultra low cost. Puisque, rappelez-vous mon exemple de tout à l'heure, elle produit un Paris-Marseille à 22 €. Si vous dites qu'on ne vend pas un billet à moins de 100 €, eh bien, Ryanair vendra 5 fois le prix de son billet. Là, vous me tendez une perche que je ne peux pas ne pas saisir. Vous prenez un Paris-Lyon avec une compagnie nationale française, vous trouvez des tarifs à 100 € aller-retour. C'est souvent 2 fois moins cher que le même trajet en train. Comment est-ce qu'on explique? C'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce qu'un billet, prendre l'exemple d'un billet, ça n'a pas forcément grand sens. Il faut raisonner sur des moyennes. Alors je vais vous poser la question différemment. Est-ce que ça a du sens de trouver un billet d'avion moins cher qu'un billet de train pour se rendre à Lyon ou à Marseille, sachant que les coûts dans l'aérien sont démesurés par rapport Non, les structures de coûts sont très... Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les structures de coûts sont un Airbus A320, ça coûte 90 millions d'euros. Oui, mais ça dépend quel est votre business model. À nouveau, Ryanair, elle a exactement les mêmes avions que les compagnies traditionnelles. Exactement les mêmes avions. Je vous rappelle les chiffres de tout à l'heure. Elle opère un vol à 3 centimes lorsque d'autres les opèrent à 9 centimes. Ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas d'ailleurs des problèmes sur le plan social, même si dans les 3 centimes, ce n'est pas d'abord la rémunération des pilotes qui explique cela. C'est surtout qu'ils font voler les avions intensément. Donc attention,
attention, le fait d'avoir un coût fixe, oui, le coût fixe est le même pour tout le monde, mais entre 3 et 9, il y a quand même un écart. Donc attention, il y a aussi la performance du business model. Donc c'est très compliqué de répondre à votre question sur les 100 euros. Ça va dépendre des horaires, ça va dépendre des lignes, mais on n'est pas du tout sur les mêmes modèles économiques. La SNCF, c'est des coûts d'abord d'infrastructure qu'on n'a pas forcément quand on est dans le transport aérien. Justement, les coûts, est-ce qu'ils ne sont pas trop élevés pour le transport ferroviaire si on veut justement le développer? Ça, en même temps, une infrastructure est une infrastructure. Par contre, dans le ferroviaire, il y a une solution qui a été d'ailleurs, qui est entrée dans les faits depuis un an, c'est de mettre un peu de concurrence sur la grande vitesse. Je vous rappelle qu'il y a un opérateur italien dont on taira le nom, qui opère aujourd'hui, je crois, 5 allers-retours sur Paris-Lyon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est très italien, on peut donner. Voilà. Donc vous avez aussi des solutions internes au transport ferroviaire qui permettent de doper la concurrence. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller regarder ce qui s'est passé en Italie sur la grande vitesse. C'est tout à fait fascinant. On a des études empiriques qui montrent l'effet que cela a eu sur le prix du billet. Et c'est intéressant, les Italiens sont revenus sur le train et ont délaissé l'avion, notamment sur Milan, Rome, parce que les baisses de prix, grâce à la concurrence, ont incité les clients à se reporter de l'avion vers le train. Merci beaucoup Emmanuel Combe, économiste, professeur des universités. À vous. Merci pour votre éclairage sur le transport et sur évidemment le rebond spectaculaire des compagnies de l'ultra low cost.